Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, l'émission qui donne la parole aux experts de la pêche en France. Avec nous aujourd'hui, Alban Choignet. Salut Alban. Salut. Sylvain Legendre. Salut. Tanguy Marlin. Ça va Tanguy? Ça va. Bruno Peb et Gaël Even. Bonjour. Salut les gars. On va s'attaquer au dossier AliExpress. Dossier, si on peut dire, ou phénomène, si peut-être que ce mot est un peu exagéré, mais en tout cas, la tendance AliExpress. Alors, AliExpress, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a encore, c'est le site de e-commerce du groupe Alibaba qui se dispute avec Amazon au niveau mondial le titre de plus gros vendeur sur Internet. Alors, évidemment, AliExpress vend des leurres, beaucoup de leurres, qui sont principalement des copies de leurres. J'ai oublié de préciser que AliExpress est réservé aux commerçants chinois résidant en Chine. On en reparlera un petit peu plus tard. On trouve donc pas mal de contrefaçons sur ce site et donc de contrefaçons de leurres. Je vais me tourner vers Sylvain pour démarrer. Sylvain, parce que tu vends des leurres via ton excellent site Fish and Chip. Ouais, des originaux, ouais. Voilà, des originaux. Et donc, quelque part, tu es un concurrent d'AliExpress ou AliExpress est l'un de tes concurrents. Ouais, je sais pas si on peut. Évidemment, vous ne jouez pas dans la même ouais. cour, mais plus sérieusement, j'aimerais avoir ton sentiment de manière très naturelle sur AliExpress, qui est un site vers lequel se tournent de plus en plus de pêcheurs français. Bah, on se met bien sûr à la place des pêcheurs qui pensent faire une bonne affaire avec des leurres qui coûtent beaucoup moins cher que les originaux. Après, voilà, dans beaucoup de cas, ça reste des copies. Il y a des leurres bien imitées, il y en a d'autres un peu moins. Ce qui est dérangeant, à mon sens, c'est que on puisse acheter à l'autre bout du monde un leurre à l'unité et le faire venir avec des frais de port gratuits. Voilà, alors qu'un site marchand, enfin, quel qu'il soit, pour envoyer un colis dans le département d'à côté, ça va lui coûter 7-8 euros. Donc c'est plus le concept qui me dérange, sous plusieurs aspects. Donc cet aspect d'acheter un leurre, le faire venir de l'autre côté de la planète et l'utiliser comme ça, et puis le côté, la dimension politique qui est autour de ça, qui est complice finalement de ce système, qui consiste à expédier gratuitement des produits depuis l'autre bout du monde, quoi. Moi, ce qui me gêne, au-delà de tout ça, avant de parler vraiment leur copie, c'est que si on en arrive à ce milieu, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de développement. Parce que la politique quand même de ce site qui est soutenu par le gouvernement chinois, c'est quand même la politique de la terre brûlée. C'est de tuer tout ce qu'il y a autour, et le jour où ils auront le monopole, rêvez pas, hein, ce que vous achetez 3, vous allez le payer 25, hein, parce qu'il n'y a qu'eux qui les vendront. Mais au-delà de ça, ça veut dire que vous allez être 20, 30 ans à pêcher avec des copies qui existent déjà depuis 10 ans. Parce qu'il n'y aura plus de développement. Tout le monde sera mort. C'est-à-dire, votre détaillant chez qui vous allez chercher le renseignement, le bon coin, le bon moment où aller pêcher, votre fournisseur qui développe des leurres, voilà, qui pense un peu à la pêche, qui va à la pêche, qui fait tout ce travail amont, tout ça, ça ne va plus exister, quoi. Il ne faudra pas rêver, quoi. Alors qu'on adore tous, en tant que pêcheurs, évidemment, avoir des nouveautés, avoir des nouveaux produits, des nouvelles choses à proposer aux poissons. Et puis, si on parle de prix, clairement, comme en parlait tout à l'heure Sylvain, vous allez tous chez votre détaillant, ou sur n'importe quel site, des leurres à tous les prix, il y en a, quoi. Si on parle vraiment de prix, on n'est pas dans le bon sujet, quoi. Là, c'est juste qu'on veut une imitation, on veut que ça fasse le même boulot, mais seulement, on veut le payer 10 fois moins cher. Ok, je veux m'acheter une Ferrari, mais en fait, avec une Twingo, ça va faire la même chose, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut être un peu sérieux, quoi. Et surtout, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est autour. Alors, si dans 10 ans, il n'y a plus de détaillants, il n'y a plus de fournisseurs, les gars, ne pleurez pas, quoi. Il n'y aura plus le Fishing Club non plus. Non, mais il n'y aura plus le Fishing Club. Non, mais il y aura plus ça, mais... Non, mais voilà. Sauvez-nous, n'achetez pas tout sur AliExpress. C'est tout ce qui est autour, quoi. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est du temps de développement. Alors, pour tous qui sommes là, on a tous bossé, ou on bosse tous avec des boîtes, et on sait ce que c'est que le développement. Et on sait que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et on sait que derrière, il y a des gens à payer aussi, quoi. Enfin, pour mettre un peu des quantités là-dessus et des valeurs, vous avez tous ici autour de cette table designé des leurres à un moment dans votre vie, et vous le faites pour certains encore. On peut mettre jusqu'à combien de temps de développement pour développer un leurre? Ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu développes un leurre souple. Il faut savoir qu'un moule au Japon, ça coûte entre 25 et 50 000 euros. Ça veut dire qu'avant que ton leurre te ramène de l'argent, il faut quand même en passer quelques pochettes. Investir. Simplement, c'est que maintenant, avant que ce leurre commence à rembourser ton boule, tu as déjà 25 copies sur le marché. Ouais. Il y a un moment donné, tu fais le travail, tu te dis mais pourquoi on le fait, quoi? La pêche, on est toujours le parent du pauvre. C'est-à-dire que on est les bons gentils dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu l'histoire, la même chose avec les vélos électriques, par exemple. Le gouvernement français a dit stop à ça. Si tu prends le cas de sac à main Louis Vuitton, qui a été fait au Maroc ou n'importe, les mecs se font gauler en douane, c'est une copie, c'est arrêté. C'est-à-dire que la pêche,
là on s'en fout, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien, tu peux faire ce que tu veux. Aucun problème. Mais clairement, si... La position officielle d'AliExpress, enfin du groupe Alibaba, c'est de dire qu'ils cherchent et ils éliminent, lorsqu'ils sont signalés et que la contrefaçon est avérée, ils éliminent les contrefacteurs. C'est le discours officiel, en tout cas, du site. Évidemment, quand on y va et qu'on scrolle un peu sur leur site, on voit bien que c'est EDF a le même discours, il protège les rivières aussi. Je crois qu'on peut... Je crois qu'il y a un bon parallèle entre les deux. Tu sais combien de temps ça l'hôpital qui se prend fout de la charité, quand tu leur envoies un recommandé pour qu'ils le réceptionnent, qu'il soit signé, que tu aies le retour? C'est 1 an. 1 an réel. Le gros problème, on est tous d'accord, c'est que ça va limiter la faculté des marques à proposer de l'innovation et à rechercher des nouvelles choses. Oui et non, quoi. Non, parce que, en fait, AliExpress, comme il a dit, ils font des développements qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils prennent un produit qui fonctionne, qu'on leur a indiqué, ou parce qu'ils communiquent aussi avec des gens en France ou ailleurs. Ils ont des sources en France. Ouais, carrément, ce truc-là, ils disent, il est super, tiens, fais-moi une copie, et puis voilà, peut-être tu seras commissionné, ou peu importe, bref. Et donc, du coup, il n'y a pas d'innovation, comme le disait Bruno, il n'y a pas de... Voilà, ils vont faire qu'une copie. Après, c'est aux marques françaises ou autres de se différencier et de faire des produits qui sortent de l'ordinaire. Alors après, bien sûr que ces produits-là seront copiés, c'est-à-dire que la marque, elle va passer du temps, elle va avoir des salariés qui vont bosser 6 mois sur le développement d'un produit, elle va acheter un moule, et avant même que l'heure peut-être voit le jour, il y aura déjà des copies sur le... Souvent, c'est quand ça a commencé à bien marcher. Après, on n'est pas non plus... Il y a des leurres qui sont copiés 3 semaines après leur sortie. Je peux prendre un cas chez nous, la Drag Metal... 3 semaines après sa sortie, elle était copiée, quoi. Donc tu vois, c'est pas non plus sur un temps très long et avéré, quoi. Je pense que, comme tu le disais, il y a des groupes en France qui sont créés et qui simplement disent tiens, moi il me faut ça. Et on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire que clairement, là, on ne travaille plus dans un cadre de pur copieur, on travaille dans un cadre avec des gens qui ont des bons de commande, quoi. C'est-à-dire que là, les catalogues vont arriver et ils vont dire... Après, ça, c'est... De toute façon, la copie, t'en auras toujours. Et puis, Dosio, ça va pas aller en s'arrangeant, de toute façon. On voit bien que ça... Les copies, déjà, la plupart sont quand même assez mauvaises. On le voit souvent sur les leurres souples, ou alors sur les leurs, combien de fois, notamment en exo, sur des copies de leurs à toi, où tu as quelqu'un qui dit celui-là, je l'ai acheté 5 €, il fait un lancer, il ramène. Il n'y a plus que la tête. On l'a tous vu sur les leurres souples qui nagent moins bien, mais je crois que le problème, il est aussi ce que disait Sylvain au départ, c'est la concurrence déloyale. C'est-à-dire que toi, ta boîte est plutôt basée sur l'importation, c'est-à-dire que toi, tu vas chercher des produits à l'étranger, tu payes les taxes à l'importation, tu le stockes et ensuite tu le dispatches. Sylvain qui doit envoyer à quelqu'un un colis dans la Creuse qui va payer 5 € de Chronopost, et que là, 8. Nous, on a 8. Et là, c'est la Creuse. C'est la Creuse. Et là, on a en fait quand tu commandes 2 leurres sur ce site, tu peux les avoir sans frais de port, directement livrés chez toi. Je crois que c'est sans frais de douane, donc c'est vraiment une concurrence qui est complètement déloyale et en plus qui est aidée par notre gouvernement. Le gros problème, il est politique avant tout. Il est politique, c'est qu'il y a une complicité. Le jour où ils veulent l'arrêter, ils l'arrêtent. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un contrat entre AliExpress et La Poste où ils ont négocié à, je sais plus, 70 centimes ou un truc comme ça, l'envoi qui vient de l'autre bout de la planète à chez nous. Donc chaque colis qui arrive, il est facturé. Il passe pas la douane, c'est pas grave, mais il est facturé 70 centimes. Toi, tu vas payer 10 fois ça pour envoyer ton truc à 200 km. C'est un problème politique. C'est-à-dire que la même personne va livrer mon colis que je vais avoir payé 8 balles et va livrer un leurre que le type a acheté à l'autre bout du monde et qui va avoir coûté 70 centimes à l'expéditeur. Donc au final, effectivement, il y a un delta qui n'est pas en faveur du commerce chez nous, quoi, clairement. Ni de l'écologie. Ni de l'écologie. Alors ça, c'est encore un autre... Le coût CO2 d'un colis dealer envoyé gratuitement depuis la Chine, là, ça doit faire peur. Ouais. Je pense que... Est-ce qu'on est tous d'accord, ou est-ce que vous êtes, en tout cas vous, d'accord entre vous sur le fait que les contrefaçons ne peuvent pas être aussi bien que les originaux et que les gens... Est-ce que les gens qui achètent massivement ou de manière importante sur AliExpress ont admis ça et se disent je vais avoir un leurre un peu moins bien, peut-être l'armement, peut-être les couleurs, peut-être la nage, peut-être un peu moins bien, mais je vais le payer beaucoup moins cher. Est-ce que c'est ce raisonnement-là qui prévaut ou pas ? Je pense qu'ils en sont même pas conscients que c'est un peu moins bien, quoi. Pour eux, c'est la même chose. Ouais, quand même. Tu partirais pas en exo avec
des copies, si tu étais sûr que ce soit moins bien, que tu es sûr que chaque poisson, tu vas le laisser dans l'eau et que tu vas ramener une tige de fer. Qu'on soit bien clair, c'est pas vrai. C'est parce que dans la tête des gens, ils pensent vraiment que c'est la même chose. Quoi. Voilà. Mais combien il y en a Combien il y en a qui sont revenus? Il y en a plein aussi. Il y a différents types de publics. Il y en a qui achètent des copies ou des choses parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens réellement d'en acheter des originaux. C'est une réalité aussi. Si demain tu augmentais le salaire de ces gens-là, ils seraient trop contents de pouvoir s'acheter des originaux. Ça, c'est une certitude, et de dépenser plein d'argent dans leur matériel de pêche. Après, à côté de ça, il y a aussi des gens qui les achètent par curiosité, pour se dire, tiens, c'est moins cher, bon, j'ai essayé, effectivement, c'est moins bien. Et puis, tu en as d'autres. Heureusement, pour l'instant, c'est encore une minorité, bien heureusement. Et des gens qui se disent, voilà, moi, j'ai décidé de m'équiper entièrement là-bas parce que c'est vraiment moins cher. Mais effectivement, c'est clairement au détriment de la qualité. Je disais, c'est les copies, elles ne sont pas armées de la même façon. Donc déjà, les hameçons, ce ne sont pas les mêmes. Les anneaux brisés, ce ne sont pas les mêmes. Les matériaux qui sont à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Et après, quand on parle de production réellement, en termes de production, sur des produits japonais ou même d'autres produits, il y a des processus de contrôle qualité donc qui prennent du temps, qui ont un coût. Alors que quand tu achètes une copie, bien souvent, il n'y a pas ces contrôles qualité-là. Hein. Même si ça sort d'usines avec lesquelles travaillent plein de personnes, c'est pas pour autant qu'il y a ça. Ouais. Après, c'est une question de cahier des charges, mais faut bien voir que avant que nous on livre un produit, tous autour de la table, là, c'est-à-dire qu'il y a déjà la réflexion avec toute une équipe de mecs qui pêchent sur un territoire, alors plus ou moins grand. Hein. Donc tu établis le besoin, tu établis le produit, le cahier des charges, et après tu vas suivre toute la procédure. C'est-à-dire que ça prend du temps, on est d'accord. Au moins 1 an, clairement. C'est minimum, entre 1 et 2 ans. Minimum 1 an. Donc 2 ans, c'est un grand classique. Et elles sont dedans, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire, c'est un condensé de ce que nous on a besoin au bord de l'eau, et au final c'est ce qu'on livre, c'est-à-dire qu'on livre un produit fini et de qualité, alors avec des rapports qualité-prix qui peuvent être différents en fonction des marques et des positionnements, et justement pour en trouver à tous les prix, parce que le but du jeu il est là. Mais qu'en commun de bosser sur des entreprises françaises soumises à des charges, à une structure, à un modèle économique qui est complètement différent. Avec des packaging qui respectent la législation, sur lequel c'est marqué s'il y a du plomb à l'intérieur, il y a marqué attention les hameçons sont piquants, il y a marqué norme CE, il y a un code barre, il y a des différentes langues qui sont imprimées. Tout ça, ça prend du temps aussi et c'est du développement. Tu reçois un leurre de Chine, dessus il y a marqué rien du tout. Même au niveau des audits. Théoriquement, c'est interdit, tu n'as pas le droit de le faire. Il y a des normes européennes. Tu vas auditer une usine ou quoi, quand tu vas là-bas sur place faire le suivi de production ou chercher des nouveaux fournisseurs, tu vois s'il y a des contrôles environnementaux au niveau de l'environnement, tu vois s'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, tu vois comment sont les conditions de travail. Des fois, tu peux te refuser aussi à dire je ne travaille pas avec cette usine-là parce que vraiment c'est trop hard pour les gens, c'est trop dur. Alors que là, tu commandes un truc, tu ne sais pas d'où ça vient, ça se trouve c'est des gamins qui l'ont fait. Ouais. Il n'y a aucune traçabilité évidemment sur les produits qu'on peut trouver sur ce site. Est-ce que les marques ou les distributeurs en France peinent ou font pas très bien ce travail d'explication, ce que vous venez d'expliquer là, toute la recherche qui est faite sur les leurs, ou ça c'est bien fait, c'est compris par les gens, et que lorsqu'ils achètent un produit sur AliExpress, c'est en toute conscience, ou est-ce que les marques peuvent progresser un petit peu dans le storytelling sur l'élaboration des produits? Nous, on n'a pas besoin de le faire dans la pêche, tout le monde l'a fait dans les vêtements, ils l'ont fait dans les vêtements, dans la hi-fi, dans les montres. On le sait très bien, quand on achète une contrefaçon, on n'aura pas la même qualité. Je crois pas, c'est enfoncer les portes ouvertes. Non, c'est pour expliquer le prix qui parfois peut rebuter les gens, pour revenir sur ce que disait Tanguy tout à l'heure, où il disait il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un leurre. Est-ce qu'on peut répondre à ça aussi? Là-dessus, je peux rebondir par rapport à ce que disait Tanguy. Des bourses de tout niveau, je suis tous les week-ends en animation, j'en vois quoi. Il ne faut pas me dire que les gens qui ont moins d'argent ne se payent pas de plus belles choses. Ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. C'est l'intérêt que tu fais et l'efficacité dans lequel tu crois dans ton leurre, quoi. Il y a des gens qui ont peu de moyens et qui préfèrent avoir 5 leurres ultra efficaces plutôt que d'avoir une boîte pleine avec 30 leurres dedans, et voilà, dont ils ne sont pas sûrs. Ça, je le vis tous les week-ends. Donc ça, pour moi, ce côté budget, j'y crois pas du tout, quoi. Par contre, ça peut devenir une course à l'armement, c'est de se dire je remplis des boîtes pour remplir des boîtes. Mais ce côté je peux pas me payer un leurre, c'est pas vrai, quoi. Ça, j'y crois pas du tout. Alors là, ça, Gaël, t'es OK avec ça? Faut mieux acheter 5 bons leurres que 25 copies? Ou leurre médiocre? Déjà, faut bien voir que si tu achètes un leurre qui a été développé spécifiquement pour les besoins des pêches que tu en fais, par rapport aux couleurs, par rapport à l'armement et tout ça, tu n'auras pas déjà à racheter des hameçons ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est un tout.
Moi, je suis d'accord sur le fait que... et puis, comme on l'a tous, on travaille pour des marques différentes, il y a tous les budgets, c'est-à-dire que... Et il y a quand même des contrôles qualité qui t'assurent que le leurre que tu vas acheter dans une de ces marques-là, il va répondre à tes critères. Alors évidemment, si t'as un truc, tu prends un truc eau douce que tu veux mettre en mer, tu changeras éventuellement tes hameçons pour qu'ils ne s'oxydent pas. Mais dans l'idée, moins cher, c'est pareil pour tout, dans la bouffe, dans tout. Tu sais qu'à partir du moment où tu as un prix défiant toute concurrence, faut regarder la date de péremption, faut regarder quelque chose. Il y a forcément quelque chose. C'est du commerce, donc il y a pas, ça n'existe pas les tours de magie. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va se développer? Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez que ça va de toute façon, il y aura toujours une partie des consommateurs qui va se tourner vers ça pour diverses raisons et que ça va s'équilibrer, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur et qui peut à terme menacer très durement le secteur de la pêche en France? Moi je pense que notre gouvernement à un moment ils ont besoin de récupérer de l'argent, on sait que tous les gouvernements ont besoin de récupérer de l'argent et tout ce qui passe sans payer de frais de douane, c'est autant d'impôts qu'ils reçoivent en moins. Je ne peux pas croire que ça, de toute façon, c'est en train de... Mais ce n'est pas que dans notre sport, c'est dans tous les sports, c'est en train de grandir. Je ne peux pas croire que le gouvernement continue à ne pas prendre cette manne d'impôts qui va rentrer. Il y a bien un moment, ils vont le taxer. Il ne le fait pas par plaisir. C'est en échange d'autres choses. Déjà, c'est quelque chose des échanges négocié. Tu peux pas fermer les yeux sur un truc pareil. C'est de l'import limite illégal, quoi. Donc, tout à fait, ça respecte aussi. C'est cautionné pour l'instant politiquement. Ouais, je peux pas croire. Et si ça continue, ça peut avoir des répercussions graves sur le milieu. Je pense que les gens qui sont connectés et qui ont l'habitude d'acheter ce genre de produit l'achètent déjà. Je suis pas sûr que ça explose. Vous êtes OK avec ça? Un petit phénomène de mode quand c'est sorti, puis là ça va se tasser. Ouais, les gens parlent aussi. Voilà, il y a aussi un droit de parole qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire que les gens en parlent plus qu'avant, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis les gens aussi, c'est clairement, pour suivre quelques discussions sur les réseaux, les gens aussi s'auto-persuadent, quoi. Donc ils se disent, j'ai pris ça, c'est vraiment bien. Enfin voilà, ils le savent que c'est pas aussi bien, mais voilà, ils se persuadent, donc voilà, ils en font part. Une chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire que dans le cas présent, par exemple, le Fishing Club, c'est un exemple, les émissions qu'on peut tous réaliser, où on utilise les produits, où on explique comment s'en servir et tout ça, AliExpress te le fait pas, tu vois, c'est-à-dire que... c'est livré sans mode d'emploi. T'as pas le mode d'emploi, alors c'est une copie, en effet, mais déjà, elle nagera pas pareil, ça c'est que la copie qu'elle est censée représenter, donc le mode d'emploi, c'est pas le même. C'est-à-dire que tu peux dire, oui, ça va faire pareil, en effet, presque pareil. Et quand on voit les subtilités qu'il y a, et justement l'intérêt que nous, on va prendre au bord de l'eau à expliquer pourquoi je mets tel modèle ou tel leurre souple dans telles conditions, parce qu'on a choisi telle dureté de gomme, parce qu'on a choisi tel paddle, parce qu'on veut ça, et qu'en vertical, il sera bon entre telle et telle vitesse, parce que le cahier des charges, il a été établi comme ça, tu ne l'as pas en face. C'est-à-dire qu'en effet, on aura un produit en face, mais les marques vont au-delà, c'est-à-dire que les marques développent le produit. Développent la communication autour du produit. Et ça, il y a ce côté-là quand même qui est rassurant pour les gens qui viennent te voir en porte ouverte, en salon ou n'importe, et qui viennent discuter parce que l'année d'avant, tu les as conseillés convenablement avec un leurre qui répondait à leurs attentes. Parce que toi, tu connais le cahier des charges de ton leurre, lui a des attentes, tu arrives à faire concorder les deux. C'est pas juste un truc qui arrive et on me dit, tiens, tu peux acheter un prix, ça se fera toujours. Il y a toujours eu des éclatés dans les magasins. En France, comme partout, donc tu peux toujours avoir, il y a toujours les soldes, il y a toujours tout ça, tu peux toujours avoir des produits moins chers dans ton magasin à côté de chez toi, tu l'auras. Mais d'un autre côté, tu as le conseil qui va avec. Et ça, par contre, de l'autre côté, tu ne l'as pas. Ça rejoint la remarque que je faisais tout à l'heure sur ce que représente le prix d'un leurre en fait, sur le marché français. Et c'est vrai qu'on a parlé de la partie développement et recherche, on n'a pas parlé de la partie communication et la partie publicité, évidemment, pour rendre le produit connu par le plus grand nombre, expliquer un petit peu et donner le mode d'emploi. Et ça aussi, évidemment, c'est des coûts que n'ont pas les revendeurs sur AliExpress. Ouais, mais même, je crois maintenant, il y a une offre qui est quand même hyper riche en France. On a vraiment des leurres souples. Si on parle des leurres souples, on en a de vraiment pas cher jusqu'à très très cher. Donc tu es d'accord avec ce que disait Bruno? Les leurres pas chers, il y en a aussi. Il y en a qui sont bons. Franchement, maintenant, la différence de prix entre aller à l'étranger, prendre des risques d'avoir vraiment quelque chose de pas bon et acheter un leurre en magasin qui fonctionne et à des prix très raisonnables. Je crois qu'il y a un jeu aussi, c'est toi qui disais ça, il y a le jeu aussi de s'y prêter et de croire que c'est bon, mais des leurres souples pas chers, il y en a en France. On en trouve des bons. Des produits de plus en plus adaptés à nos marchés, à nos terrains de jeu, c'est ce qu'on fait tous de plus en plus. Auparavant, on était obligé vraiment de faire que de l'import, et même dans le cas d'import, il n'y avait pas forcément autant d'interactions sur le développement. Maintenant, c'est le cas.
Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a des chefs de produits dans vraiment toutes les il y a marques, des développements qui sont vraiment forts et qui sont faits pour vraiment chez nous, chose qu'il n'y a pas. Alors effectivement, et à l'autre bout de la terre, ils font les mêmes, ils les ramènent, mais on aura toujours un temps d'avance et une qualité qui sera au-delà de ce qu'ils font. Pour conclure, juste vraiment sur le sujet, vous n'êtes pas hyper inquiet sur cette tendance. Vous pensez que de toute façon, ça va être limitant sur les produits à forte technicité ou forte valeur ajoutée, on va dire ça comme ça? Pour faire un parallèle, quand tu regardes la grande distribution, toi qui était par rapport au commerce de proximité et tout ça, est en train de perdre de la vitesse. C'est-à-dire que voilà, on est dans une société où justement il y aura toujours la course au prix bas, il y en aura toujours, mais par contre, les gens aussi au bout d'un moment se rendent compte justement qu'il n'y a pas que le prix. Et je pense que là-dessus, si tu veux, si on continue à faire notre boulot correctement et à répondre vraiment aux attentes et à mettre en avant des techniques, tu sais, qui sont un peu avant-garde, enfin qui sont en avance par rapport au reste, on aura toujours quand même cette petite longueur d'avance qui permettra que les pêcheurs qui nous font confiance prennent un peu plus de poissons que celui qui a un truc qui n'est pas au point. Vous avez les clés du camion, les gars. Continuez à faire des beaux produits et à bien les expliquer. Merci beaucoup. J'espère qu'on a fait à peu près le tour sur AliExpress. On va enchaîner maintenant sur le plateau du Fishing Club. On va parler de l'action des cannes. Retour sur le plateau du Fishing Club où on est ravi d'accueillir Nicolas Cadiou. Ça faisait longtemps, Nico? Ouais, ça faisait un moment, je suis content de revenir. Ouais, on est ravi de t'avoir. Et puis à tes côtés, Jean-Christophe David. Ça va, JC? Ouais, très bien. Il est venu avec un petit bazar, un petit fagot de cannes, parce qu'on va parler des actions des cannes. Donc c'est parfait. Je vais démarrer sur les actions des cannes pour essayer d'y voir plus clair, pour moi et puis pour les gens qui nous regardent, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une mode en France du fast et du extra fast, des cannes un peu raides? Moi, en tout cas, j'ai l'impression. Dans le cadre de mon boulot, je reçois des messages quasiment tous les jours sur des conseils d'achat pour des cannes. Et très souvent, il y a un mot-clé que je retrouve dedans, c'est « je veux une canne ». Alors, c'est exprimé différemment. Ça peut être une canne sensible, une canne résonante ou une canne fast. Déjà, il y a un mélange, on va essayer de débrouiller tout ça. Mais en tout cas, il y a, je trouve, une tendance des gens à vouloir tout ressentir dans la canne et que ce soit le premier argument d'achat, un peu quelle que soit la technique. Qui demande fast pour des questions de sensibilité. C'est vrai que on peut faire une association fausse, évidemment, mais elle est tentante de se dire c'est fast, donc je vais tout sentir. Tu penses que c'est lié à ça? C'est assez souvent vrai, mais... moi, je suis pas d'accord du tout, quoi. Tu prends une canne Ténia, c'est super souple de pointe et c'est ultra résonnant. Oui, quoi. alors, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans les demandes que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir de la sensibilité alors que leur technique en demande pas forcément. Et la majorité des demandes aujourd'hui, elles se concentrent sur ces types d'actions-là et que les gens oublient un peu qu'il y a d'autres types d'actions qui existent et qui peuvent être intéressantes. Puis je pense qu'ils mélangent un peu tout, hein. Tous les termes rapide, fast, résonnant, enfin voilà, tout ça c'est mis en amalgame. Donc déjà, voilà, première chose, pas du tout, quoi. Fast ou extra fast, ça veut pas forcément dire très résonnant? Non, pas spécialement. Pas spécialement Non, du tout. Ok, tout le monde est ok avec ça. JC, il a fait une petite moue. Oui, ça dépend. En fait, je pense que la manière de conceptualiser les actions de canne, faut déjà se rapprocher tout de suite de la technique que l'on va utiliser et du type d'hameçon que tu utilises. Alors, je veux bien, juste avant qu'on attaque ce débat sur les hameçons, parce qu'en préparant l'émission, tu m'as émis cette théorie sur les hameçons que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce que tu peux nous faire un petit croquis, parce que je sais que tu adores ça, pour qu'on distingue clairement les différentes actions de canne. Et messieurs, je vous invite à le corriger ou à aider le jeune Jean-Christophe qui va se lancer. Avec tout mon talent, je vais essayer de faire mieux que Gaël la dernière fois. T'as 3 cours Alors, à faire. évidemment, on peut toujours mettre des sous-catégories. Alors, la première, on va partir d'extra fast. On va la noter comme ça, extra fast. Okay. Après, on va la noter en fast. Après, il y a une medium fast ou moderate fast. Et derrière, on va avoir une moderate et une slow. On pourrait mettre moderate slow entre, mais on va aller directement à slow. Où là, la canne va plier quasiment... Parabolique, c'est une canne parabolique, ouais, exactement. Ouais. Okay. Parabolique. Semi-parabolique, et puis alors tu vas montrer ton déjà tu vas le signer et ce dessin comme le précédent de Gaël sera à gagner pour la plus belle déclaration d'amour à JC dans les commentaires ou d'amitié hein. C'est vrai ouais. Okay. Waouh, il y a un beau dessin. Tu peux le montrer
Voilà, comme ça tout le monde va bien voir de quoi on parle. Et votez. Dites-moi que c'était mieux que Gaël. Parce que c'est important. Bon les gars, tout le monde est OK avec ce dessin? Ouais. Il a bien... On voit qu'il est prof quand même. Hein. Non, je me fais souvent critiquer sur mes dessins. Non, ils sont très bien tes dessins. Donc, la grosse tendance, c'est face, extra face. Nico reçoit beaucoup de demandes sur ça. Vous êtes OK? Gaël, toi aussi? On te demande beaucoup ça, là où tu rencontres tes clients sur les salons? Après, c'est là où c'est souvent les questions que tu as. C'est-à-dire que tu vas avoir, je veux une canne pour pêcher le brochet. Qu'est-ce que je peux prendre? Mais la première question, c'est dans quel milieu, quel type de technique. Et souvent, en fait, voilà, il n'y a pas une canne à tout faire, ça n'existe pas. Il y a des cannes qui vont être un peu plus polyvalentes que d'autres dans leur type d'utilisation, que tu pourras emmener mer, eau douce, pour faire un peu de tout. Mais par contre, dès que tu veux des techniques spécifiques ou n'importe, on va se retrouver avec des actions de canne bien différentes parce que... Donc, du coup, les gens sont un peu perdus. Là où j'étais un peu d'accord avec JC, en général, plus la canne sera rapide, d'accord, pour que tu aies une action rapide, plus tu auras de sensations qui arrivent dans le poignet tout de même. Plus tu vas vers les cannes molles, entre guillemets, tous, qui vont amortir une partie du truc, plus tu auras quand même une absorption de l'info. Alors JC, on va y venir parce qu'on prépare l'émission. JC et Nico, je crois que vous êtes à peu près d'accord sur une classification par type d'armement sur le leurre qui se retrouve au bout de la canne, c'est ça? Alors, ce qui conditionne un petit peu l'utilisation d'une canne, par exemple slow par rapport à une extra fast, c'est le type d'action le type d'hameçon qu'on va utiliser. Parce que si on a besoin de planter un tout petit hameçon très fin de fer, avec une canne qui est régulière, qui est slow par exemple, ça va être compliqué. Une action très lente, parabolique, ça peut être un peu compliqué. Même chose avec un hameçon très très fort de fer. Si on a un hameçon très très fort de fer et qu'on l'utilise à des techniques fortes, une canne super molle, ça ne va pas faire le job. On ne va pas pouvoir... un brochet qui attrape un jig, comme je sais Gaël, il aime énormément pêcher avec ça, un brochet qui attrape un jig, on a besoin d'envoyer vraiment un gros ferrage. Ok, le jig, il y a un hameçon fort de fer, il n'y a pas de souci. Le mec qui pêche avec un gros soft swim bait avec une tête plombée sur lequel il y a un hameçon costaud, ça vaut aussi? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer dans ton tas, peut-être que tu veux le faire après, mais sinon, est-ce que tu peux nous montrer pour pêcher, puisqu'on est dedans là, avec un hameçon fort de fer, par exemple, sur les deux techniques dont on vient de parler, la canne que tu utiliserais? Un hameçon fort de fer, directement. Là, je vais prendre ça. Je vais prendre une canne. Alors, on ne parle pas de la puissance pour l'instant, d'accord? Mais si j'ai un hameçon fort de fer, je veux quelque chose qui soit plutôt d'action fast. Là, j'ai du mal à la plier. Et là, c'est une canne heavy. Il faut bien dissocier ça. La puissance Il y a la puissance et l'action. Voilà. Il y a deux choses différentes. C'est la capacité à lancer. Donc, heavy, c'est le grammage que ça peut lancer. Et l'action, c'est la courbe que ça va prendre. Alors, on fait un point rapidement sur les puissances. Hein. Donc, extra heavy, il arrive à me lever normalement. extra heavy. Donc, il y a extra heavy, il y a heavy, medium heavy. Ce qu'on voit souvent noté, tu parles de extra heavy, qui est noté souvent XXH sur les cannes. Ouais. Le X pour le extra, le H pour le heavy, le M pour le medium. Donc on va avoir du medium heavy, ça va être noté MH par exemple. Ouais. Et puis après, medium light, ultra light. Ok. Et donc du coup, à quel moment on le couple avec les actions? Parce que c'est là où... tu peux avoir une canne médium qui peut être extra fast pour pêcher par exemple avec un petit poisson nageur ou qui peut être moderate pour pêcher avec un crank sur la même action. Donc comment on aide les gens? Parce que vous vous rendez compte, il y a quand même Simple. On a 5 références. Alors, David Dubreuil n'est pas là. Et je me souviens, David, lorsqu'on... Voilà, une molle, une dure. Exactement. on allait pêcher souvent en flotte tube. Je me disais, oh là là, à quoi tu as envie de pêcher aujourd'hui? Moi, je ne m'ennuie pas. 3 cannes. Une molle, une dure, une spinning. C'est-à-dire qu'avec une canne dure qui résonne et qui est un peu forte, tu vas pouvoir pêcher avec des hameçons simples. Donc, jig, Texas, gros leurre, gros swim bait, des choses comme ça. Une canne molle, c'est destiné aux hameçons triples exposés. Donc du coup, tu peux pêcher en topwater, tu peux pêcher au crankbait, tu peux pêcher au jerkbait. Une canne molle pour pêcher au topwater, hein, j'ai bien entendu. Okay. Et une spinning pour faire tout ce que tu veux, gratter un peu. Pour pêcher léger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est OK avec cette distinction-là? Si tu as simplifié, tu es débutant, tu ne sais pas quoi acheter, est-ce que ça
Ça vous semble correct comme première approche? Globalement, je suis assez d'accord et je rajouterai un truc. C'est aussi sur la façon dont tu animes ton leurre. Quand tu vas, ça rejoint souvent que tu utilises un leurre dur ou un leurre souple, un jig, tu vas pas l'animer de la même façon. Et très souvent, quand tu vas être avec une animation à la base au moulinet, où ta canne va assez peu bouger, très souvent tu vas être sur des hameçons un petit peu plus souples, parce que forcément le poisson il va venir sur ton leurre qui est en train d'avancer, et tu vas pas avoir besoin de ferrer. Déjà tu vas avoir besoin d'un peu moins de sensibilité, parce qu'il va pas y avoir à détecter la touche, hein. Le poisson il vient dessus et il se prend comme ça. Et plus tu vas être à jouer avec la canne, avec ton leurre, donc tu vas avoir des phases avec de la bannière un petit peu détendue, où il va falloir vraiment que tu actionnes un gros ferrage, parce que voilà, tu n'es pas en direct sur ton poisson, et plus tu vas avoir tendance à aller dans des actions plus rapides. Okay, c'est pour ça que tu as noté tout à l'heure, tu disais action molle pour le top water, parce que tu as les triples exposés, tu animes ton leurre. Il faut que ça pose pas de problème d'animation, l'action molle sur les top water. Si tu es à grande distance en mer, par exemple. Je suis pas sûr. À grande distance en mer. De flotte tube, c'est vrai qu'en flotte tube, tu pêches. Si tu es à grande distance en mer, tu as besoin d'un petit peu plus de patates parce que voilà, il y a de la distance. Après, encore une fois, ça va dépendre aussi de la taille du poisson top water. Et du poisson cherché, effectivement. Parce que si ta canne absorbe totalement ton action, tu retransmets rien non plus à ton leurre. Mais si tu prends un leurre de cette taille-là, tu n'as pas besoin d'une canne qui est. Mais ça, on le met pas l'eau. Qui soit extra fast et qui soit puissante. C'est quoi les inepties que vous constatez au bord de l'eau ou des fois lorsque vous rencontrez les gens sur les salons? La mode de l'UL en ce moment. Ultra mode de l'UL en ce moment. Tout le monde dit moi je pêche en UL. On est sorti des actions, tu vois. On était sur les actions. Ce que je vois souvent, c'est la canne dure pour pêcher au crank. Alors ça, tu l'as tout le temps. On parlera plus tard du crank. Cramez pas mon sujet, les gars. Après, c'est vraiment, je pense, c'est lié aux régions en France aussi. C'est vraiment très régional. C'est entre l'Est où justement ils sont partis à fond sur les gros brochets et où ils envoient du steak avec du XXH. Comme ça, et d'autres endroits. Le centre de la France où ils sont sur le cendre, où ils ont des cannes hyper raides, courtes. Exactement, donc c'est vraiment. Mais c'est la magie de la. Enfin, je trouve que moi j'en ai un beau pays pour ça, c'est que. Il y a différents berceaux et, au niveau historique par rapport aux cultures pêche, et ça change sans arrêt, tu vois. C'est-à-dire que après, il faut bien voir, si je prends les trucs, par exemple, moi que je pêche beaucoup, sur les actions de canne, je choisirais aussi en fonction du corps de ligne que j'utilise. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une canne rapide que tu vas et mettre avec un nylon. Ça va permettre d'amortir et de moins décrocher de truites. Ou à contrario, prendre une canne plus souple, et je vais mettre une tresse pour récupérer de ce côté-là. Qui serait de cannes de puissance similaire, mais d'actions différentes. Voilà. Ça va être des actions différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je voudrais, je vais avoir des animations plus précises. Et la même chose, quand tu pêches les brochets avec des très gros leurres, tu ne vas pas aller sur une extra fast, parce que sinon tu vas te flinguer le dos. Tu vas aller sur une canne un petit peu plus lente, parce qu'à force de lancer 150 grammes toute la journée, si tu as une canne trop raide, tu as les coups de casquette, et à la fin de la journée, tu as mal au dos. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à adapter après. Mais l'exemple des truites est parfait, quoi. Tu vois, il faut une canne plus lente si tu pêches en tresse et une canne plus rapide si tu pêches en nylon. L'un va compenser l'erreur de l'autre. Mais en règle générale, on peut dire que quand tu es vraiment en tension, on va aller plutôt sur une action plus lente, et quand tu es plutôt bannière détendue, plutôt rapide. C'est un bon distinguo aussi. C'est ce que disait Nico au départ. Quand tu n'as pas besoin de ferrer, tu peux te permettre d'aller sur une action plus lente. Parce que tu es déjà en tension, tu n'as pas besoin de reprendre contact, alors qu'à l'inverse... Et on en revient aux hameçons exposés ou pas. C'est pas idiot. Bravo les gars d'avoir pensé à ça. Non, c'est bien. Du coup, on a bien compris que vous... je suis impressionné. Bien voir, je sais que sur les truites de mer, moi je les pêche beaucoup à la mouche et fin, un peu comme le même principe. Les cannes douces d'action permettent de ne pas paniquer le poisson, et au final de le travailler tout en douceur. Et la grosse différence, c'est qu'on va comprimer le blanc sur plus long. Ça va vraiment... Le poisson va se fatiguer plus sur la longueur que dépenser de l'énergie très vite, mais au final ça le fatigue quand même énormément. Si on arrive à bien mettre la canne le blanc en compression et à le tenir, le poisson là, il finit par se fatiguer et sans s'énerver, parce qu'il n'a pas cet effet ressort en fait que va faire une canne beaucoup plus rapide et qui va faire jouer l'hameçon. Et puis quand ta canne elle plie bien comme ça, un poisson qui essaie de te prendre 2 mètres, si tu as la canne bien haute, sur la souplesse de la canne et en baissant la main, tu peux l'accompagner sans que le moulinet il déroule, quoi. Alors qu'avec une canne un petit peu plus rapide, sur lequel tu as très peu de courbure, le moulin il va commencer à chanter, et puis en général le poisson quand il commence à se lancer après c'est parti, quoi. Avec plus de souplesse.
des fois, on y arrive mieux sur des combats un peu On tendus arrive à comme tout ça. avec beaucoup plus de souplesse en général. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur les actions des CAN. N'hésitez pas évidemment encore une fois à poser vos questions à nos experts dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est notre petite récompense. On espère vous retrouver très bientôt dans le prochain épisode du Fishing Club. Merci Alban, Nico, JC, Bruno et Gaël. On se retrouve très bientôt. À très vite.